Bonsoir à toutes. Est-ce que vous... Non, rejoindre avec l'audio. Voilà. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis... Ah non, d'accord. Hop. Voilà. Bonsoir à toutes. Excusez-moi du retard. C'était un peu la course. Ça arrive. Voilà. Bonsoir Facebook. Bonsoir mesdames sur Zoom. J'espère que voilà, tout le monde va bien. Bon, vous voyez, c'est le prénom de ma fille en bas. Il faudrait que je le change. Mais bon, on n'a pas le temps pour ça. Vous savez que c'est moi, Myriam. C'est pas grave. Voilà, bah c'est sympa. Il y en a plusieurs qui ont mis la vidéo. Françoise, comme d'habitude. Mais je vois Rivka, Michaud, qui va se montrer. Bonsoir, Amélia. Ça fait plaisir. J'aime bien quand on voit les visages. Je me sens moins seule. Même si des fois, voilà, au prochain on est nombreuses, mais même si des fois on est nombreuses, le fait de voir que l'écran noir. Ah, merci, bonsoir Corinne. Ça fait plaisir. Le fait de voir des visages, voilà, bah au moins je me sens vraiment entourée là. Tout le monde me dit ça en ce moment. Ah, mais je donne des cours sur Zoom, c'est dur, je vois personne. C'est pas facile. Donc là, ça fait du bien. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ouais. Bonsoir Sterna. Vous avez passé une bonne semaine dans la joie. En tout cas, le cours de la semaine dernière apparemment aussi vous a plu. Je sais que vous avez été nombreuses à me demander une suite. Mais j'ai pas pu faire la suite. Donc, enfin si, en fait c'est tout un sujet en soi évidemment. Mais je le ferai. Seulement voilà, ce soir je voulais parler un petit peu du couple. Et on parlera bien sûr de comment se défaire comment on va dire, du jugement des autres, du regard de l'autre sur soi. Et c'est vrai que c'est un sujet très important. Ça nous touche à tous. Voilà, c'est bon. Ça nous touche à tous. Mais on l'abordera. Bezrat Hachem, on l'abordera. Donc ce soir, on va parler... Je vois que des fois, ma bouche est coupée. Voilà. Donc ça, vous pouvez le lire sur les lèvres. Voilà. Déjà, bonsoir à Jennifer aussi, qui est toujours là et qui prévoit tout. Merci beaucoup. Et voilà, merci à vous d'être connectés. On est très nombreuses, Baruch Hashem. Alors, j'espère que je vais t'inspirer ce soir aussi. Bezrat Hashem. Ce qu'on va aborder, donc, c'est le couple, mais on va aborder un petit peu... j'espère, Bezrat Hashem, pouvoir faire plusieurs cours sur le couple. Et donc, on va commencer, on va dire, plus ou moins par ce que je peux appeler le début. Le début, en fait, il commence tout jeune. Il commence pas le jour où je me marie, ou le jour où je vais en chidour, le jour où je rencontre quelqu'un, le jour où je tombe amoureuse, ou... Non, pas du tout. Ça commence déjà bien avant l'heure. C'est-à-dire qu'on va hériter, oui, d'un héritage psychologique de... oui, il a enregistré le cours, hein, il a enregistré Jennifer. Voilà. Oui. Alors, on va hériter d'un héritage psychologique de nos parents, pas seulement d'ailleurs, de nos grands-parents, des deux côtés, d'un ensemble en fait de croyances, de mythes familiaux, de ce qu'on a vécu, du vécu en fait des anciens en fait avant nous, qui sont sur la terre on va dire avant nous, qui ont vécu avant nous. Eh bien on va en hériter. On peut appeler ça un peu le transgénérationnel. C'est très en vogue, mais c'est quelque chose qui nous parle en psycho, parce que forcément, quand on rencontre quelqu'un, cette personne qu'on va rencontrer, on ne va pas rencontrer qu'elle, on va rencontrer toute son histoire derrière, mais on ne va pas rencontrer que son vécu. Et quelqu'un qui m'a écrit quand j'ai marqué le titre du cours, ah bah moi j'aurais pas dit le mot héritage psychologique, j'aurais dit le vécu. Mais non, on ne parle pas que de vécu propre à soi, on parle de tellement plus de choses, on parle de tellement plus loin. On parle de ce que, oui, nos parents ont vécu, ce que nos grands-parents ont vécu, va forcément nous influencer, et même plus loin, va forcément nous influencer. Et ça va influencer notre façon de voir le couple. Ça va influencer évidemment notre personne à nous, mais notre façon de voir le couple et comment je dois vivre mon histoire de couple. Et c'est assez marquant parce que d'abord, ça vous le savez, hein, maintenant avec tous les cours qu'on fait, je pense que vous avez compris qu'on le vit dans chaque histoire de notre vie. Nos interprétations finalement sont l'ensemble de tout ce qu'on a hérité aussi au niveau psychologique, c'est-à-dire au niveau de notre passé, au niveau de ce qu'on nous a transmis, au niveau de ce qu'on nous a dit, au niveau de ce qu'on a vécu dans notre passé. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, je vais vous donner bien sûr des exemples, mais imaginons une personne qui, en fait, il y a plein d'histoires très marquantes, hein, mais on va parler par exemple d'une famille où la jeune femme vient me voir et me dit que malheureusement, elle se sent étouffée dans son mariage, elle a l'impression de ne pas avoir de place,
Bon, c'est une jeune femme qui n'est pas très affirmée, donc ok, elle veut travailler dessus. Et puis bon, on va parler quand même un petit peu de ce qu'elle a vécu dans son enfance, de ce qu'elle a vécu avec ses parents, de ce qu'elle a vécu. Et finalement, on va s'apercevoir très souvent, ça met souvent la lumière, on va dire, quand on parle un petit peu. Parfois, la personne d'elle-même a envie de parler de son passé ou de ce qu'elle, au fur et à mesure de ce qu'elle dit. Je vais reconnaître en fait des signes que finalement, c'est plus loin, ça remonte à beaucoup plus loin. Et effectivement, souvent, il y a une histoire derrière qui remonte à plus loin, c'est-à-dire que dans sa famille, les femmes de sa famille n'ont pas eu beaucoup de place en fait. Elles étaient très à l'écoute, très gentilles, très douces, mais elles ne se sont pas senties affirmées par exemple. Et ça remonte à très très loin. Et après, bon, il y a bien plein de détails, parce que là j'imagine que vous allez vous dire, ah bah moi aussi, hein, les femmes de ma famille on était des calmes, ou alors l'inverse. Il y a certaines familles, c'est l'inverse, c'est les femmes elles sont très dominantes et les hommes on les entend pas, par exemple. Et ça se passe comme ça, on a l'impression que c'est de père en fils ou de mère en fille, et on se dit mais c'est quand même étrange, comment ça se fait que ça se transmet, enfin qu'est-ce qui s'est passé? En fait oui, on reproduit le schéma, évidemment, on est attiré par ce qu'on connaît automatiquement et on le sent. C'est-à-dire que comment on le sent? Bien, il y a ce qui est conscient et il y a ce qui est inconscient. Et en réalité, notre inconscient, il retient des milliards d'informations par rapport à notre conscient qui en retient beaucoup plus. En fait, l'inconscient, si vous voulez, c'est la partie cachée de l'iceberg. D'accord? Donc, vous voyez, le Titanic, quand il a fait malheureusement son accident, il a vu qu'un bout, le capitaine du bateau a vu un bout de l'iceberg. Et bon, il s'est méfié, il a essayé de le contourner, mais il allait déjà vite, ainsi de suite. Mais quoique je crois que lui, il était plein d'ego, donc il disait non, ça va aller. Mais en fait, quand ils ont découvert ce qui se cachait en dessous, ils ont dit ça y est, on est foutu. Parce que en dessous, c'était une masse énorme. Comparé à ce qu'il y avait au-dessus, c'était infime finalement. Et bien, c'est exactement la même image qu'on pourrait prendre pour notre conscient et notre inconscient. Notre inconscient capte des milliards d'informations. En fait, c'est notre cerveau qui prend. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre aussi nos perceptions sensorielles. Un bébé, quand il arrive au monde, qu'est-ce qu'il va il va capter plein d'informations. Et ça va l'aider finalement à parler, à communiquer. Et il va... sans le vouloir, sans faire exprès, on va tout de suite reconnaître qu'il parle comme son petit frère, sa petite sœur, sa maman. Il a des expressions de la famille. Voilà, on perçoit tous avec nos 5 sens, bien sûr. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est à notre insu. Finalement, on capte tout ce qui se passe dans nos familles, et c'est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit « Attends, je vais apprendre ça plutôt que ça, je vais faire le tri ». Non, pas du tout. On arrive dans cette famille, on prend les habitudes, bonnes ou mauvaises, on prend les croyances, bonnes ou mauvaises. Je vais expliquer ce que c'est que les croyances, parce que ce n'est pas forcément que les croyances religieuses. On prend les façons de parler, les façons de s'exprimer, les façons de crier, les façons de réagir, les comportements. Enfin, c'est large, c'est multiple. Et finalement, l'enfant, quand il va arriver, il va, dans un premier temps, imiter pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Il n'a pas le choix, il ne va pas se mettre à réfléchir, à cogiter sans arrêt. Il va prendre directement, absorber. Voilà, on dit souvent les enfants sont des éponges. On ne sait pas à quel point ils sont des éponges. C'est-à-dire que vraiment, ils captent des informations incroyables, et nous-mêmes, en étant enfants, on a capté énormément de choses. Et c'est bon, parfois, quand on grandit, de revoir ça, de faire un petit tri, d'accord, sur ce qui est bon et ce qui est moins bon. Pourquoi? Parce que finalement, quand on grandit, quand on avance, si on voit par exemple, alors là on va se concentrer sur le couple, mais évidemment vous comprenez qu'au départ c'est très large, on peut s'adresser à l'individu en lui-même, il répète des schémas qui ne lui conviennent pas, même au niveau professionnel, au niveau, je sais pas, amical, au niveau, dans plein de domaines de leur vie, même au niveau par exemple alimentaire. On reproduit ce qu'on connaît, on mange comme on a mangé chez nous, et ainsi de suite. Donc vous imaginez bien que si c'est valable pour des domaines tels que la profession ou l'alimentation, bien évidemment, il va de soi que ça va sur notre couple. Évidemment que notre relation finalement à notre conjoint, que notre histoire d'amour, que nos histoires d'amour vont forcément être impactées et influencées par ce qu'on a hérité au niveau psychologique de nos familles. D'accord ? Alors, ce qui se passe donc au niveau de nos familles, attendez, je voudrais retrouver, parce que là je vous parle sans mes notes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va quand même les regarder, histoire d'être un peu plus précise. En fait, ce que signifie... Attendez, hop, je vous ai perdu, je crois. Voilà, ce qu'on appelle l'héritage psychologique, attendez que je vous retrouve à vous aussi, voilà, je vous ai retrouvé, excusez-moi pour ce petit souci technique, voilà. Ce qu'on appelle l'héritage psychologique, c'est un ensemble de liens complexes qui sont vécus dans l'indicible, le secret, les non-dits.
Ça veut dire que... Alors, pourquoi c'est important? Parce que on va avoir tendance parfois à occulter les effets puissants et l'impact qu'a finalement notre héritage familial psychologique sur nous, sur notre vie, à nous aujourd'hui, au présent. Et c'est ça qui est important. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par l'indicible, les secrets, les non-dits? Parce que ce qu'on capte en fait au niveau de nos familles, ce n'est pas forcément ce qui se dit. Ce qui se dit, c'est plutôt notre conscient qui va l'intégrer. Mais ce qui est dans le non-dit, c'est justement toutes nos perceptions, tout ce qui est... interne en fait, je vais capter un regard, je vais capter justement une réaction, je vais capter que là on fait un silence, qu'il y a un froid quand on parle d'un certain sujet, qu'on se tait tous, que chacun rentre dans sa chambre, qu'on évite, que... Voilà, tout ça c'est les non-dits et tout ça j'ai envie de vous dire c'est quelque part inconscient en nous, c'est là. D'accord? Et ça nous hante si c'est pas réglé, parfois. Quand ça coule de source et quand on est, au Rachem, on a un héritage psychologique en or, où ça a roulé, où tout était fluide, ah bah c'est merveilleux. On hérite d'un bagage j'ai envie de dire, de positif, très très positif. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident que tout soit positif. Après, il y a des pourcentages. On peut dire sur 100%, bien, il va y avoir par exemple dans certaines familles 60% de bons et puis de positifs et de croyances transmises bonnes et puis 40% plus compliqué. Et puis il y en a, ça va être l'inverse. Donc ça va être beaucoup plus de travail. Effectivement, on n'arrive pas tous égaux avec notre héritage, c'est évident. Exactement comme on n'arrive pas tous avec... la même capacité financière sur cette terre, ben exactement pareil, on n'arrive pas avec la même capacité psychologique, mais aussi avec pas le même héritage psychologique sur terre, d'accord? Donc on va pas avoir tous la même perception du couple, et ça va forcément, si on a une vision erronée du couple depuis notre enfance et depuis ce qu'on a vécu, est-ce que ont vécu, par exemple, là on est entre femmes, donc les femmes de notre famille, ce qu'elles ont vécu et que je suis conditionnée par leur vécu, d'accord, et que forcément elles n'ont pas vécu forcément très facilement, bien ça risque forcément d'influencer mon couple à moi aussi, d'influencer mon histoire de couple aussi. D'ailleurs j'ai une histoire là-dessus, j'avais une patiente avec une histoire, enfin je trouve qu'elle était très claire, parfois c'est très compliqué à dénouer, alors là par contre c'était très facile, on va dire, c'était très facile, même elle avait tout de suite, elle était venue avec déjà cette question, elle me dit regardez, c'était son arrière-grand-père, je crois d'abord, que son arrière-grand-père, non, c'était son grand-père, il était très âgé, avait immigré d'Algérie, et en fait, il avait beaucoup de moyens en Algérie, et évidemment, avec la guerre qui arrive, ils ont dû vite tout lâcher, partir, et ça a été très dur, ils sont arrivés avec 2 valises, beaucoup d'enfants, en France. Ils arrivent, au départ, ils sont entassés les uns sur les autres dans un 2 ou 3 pièces, on leur donne ce qu'il y a, c'était vraiment une période difficile, donc ils arrivent tous, elle me dit voilà, ma mère me raconte qu'elle dormait avec tous les frères et sœurs dans le même lit, qu'il y en avait un qui avait des fuites la nuit, elle me dit c'était terrible, voilà. Et finalement mon grand-père, comme il savait pas forcément, il savait pas parler français, il savait pas s'exprimer, il savait pas travailler en France, il était déjà âgé, donc ce qui se passe c'est que ma mère prend le dessus et elle me dit j'ai l'image de mon père allongé tout le temps, allongé, parce que c'est normal, il était âgé, et ma grand-mère qui s'occupe de lui, et qui travaille, et qui doit faire des petits boulots pour joindre les 2 bouts. Et moi, je vois ça. Et elle me dit, je me marie, et finalement, je me marie, moi, je suis une femme hyper active, je travaille beaucoup, je suis très épanouie au niveau professionnel, et mon mari, quelques temps après qu'on se soit mariés, il rencontre des difficultés au travail, et puis il enchaîne un boulot, puis un autre, puis à la fin, il dit, oh, j'en ai marre. Finalement, il a un chômage... pas mal, il a un chômage qui est assez conséquent alors qu'il travaille plus, donc il dit pourquoi je vais aller trouver un travail alors que j'ai un bon chômage, donc il reste au chômage. Et il commence à faire une dépression parce qu'on sait que rester à la maison c'est jamais bon pour le moral, et donc il commence à descendre, et elle me dit j'ai la même image, mon mari allongé sur le canapé, et moi hyperactif qui court dans tous les sens sur tous les fronts. Et elle me dit ma fille, voilà, elle se marie, qu'est-ce qui se passe? Même histoire, c'est-à-dire que avec des variantes évidemment, mais pareil, sa fille hyperactive et son mari qui a du mal au niveau professionnel, donc il se dit bon écoute, je vais plutôt rester à la maison et ainsi de suite. Et elle me dit qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire là je sens que je porte quelque chose. Elle savait pas remonter à plus loin, enfin si, d'ailleurs elle savait remonter à son arrière-grand-mère elle-même, où elle me dit que son arrière-grand-mère aussi c'était une femme, pourtant on parle du Maroc tout ça, mais elle était très très active, mais elle ne sait pas comment c'était son arrière-grand-père. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que finalement elle se rend compte qu'elle est vraiment conditionnée, et que finalement elle était conditionnée, mais elle me dit c'est plus grave pour ma fille, parce que maintenant moi ça y est, ma vie je suis plus ou moins, j'ai 60 ans, ça y est, ok, mais c'est fait maintenant, mais ma fille elle est en train de vivre la même chose, et j'ai 2-3 enfants qui doivent se marier, je veux pas qu'ils vivent la même chose. Comment on fait?
Donc vous voyez à quel point finalement c'est impactant. Dans cette histoire, je vous la raconte parce qu'elle est très très forte en fait. Elle est claire. Il n'y a pas de trop de camouflage, on va dire. C'est très clair. Donc effectivement, il y a un impact sur notre passé. Alors comment on en sort? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Comment on y remédie? Comment on en sort? En fait, ce qui se passe, c'est que notre inconscient va capter énormément d'informations, comme je vous ai dit, mais il va capter des informations qui sont pas franchement les bonnes. C'est-à-dire que la situation, par exemple, dans le cas de cette patiente, dans cette situation-là, bon, bah, sa mère n'avait pas le choix. Son mari était plutôt âgé, il part d'un pays où c'était lui qui travaillait à la base, hein, c'est lui qui avait les moyens, tout ça, mais ils sont dans une certaine situation. Maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'il capte? L'enfant, il voit la situation telle qu'elle lui est présentée, il va pas se mettre à analyser, bah oui, c'est la situation, mais bon, normalement, c'est un petit peu les deux qui travaillent, ou ça pourrait être autrement. Pour elle, c'est comme ça, et pas autrement. Et après, inconsciemment, on répète les schémas quand on n'y a pas finalement réfléchi avant. Quand on a pris ça comme une évidence, comme une vérité. Quand on n'a pas remis en question nos propres schémas. D'accord? Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on va voir ce soir, c'est comment en fait on sort de nos schémas inconscients quand on les met déjà dans un premier temps en conscience et qu'on agit différemment. Puisque plus on agit de la même façon que ce qu'on connaît, d'accord, sans faire le tri en fait, on prend ce qu'on a eu, hop, on le reproduit, on réfléchit pas, on fait pas ce travail de réflexion, d'introspection, pas seulement sur nous, parce que souvent on dit oui, bah, c'est à nous de nous corriger. Oui, évidemment que c'est nous. Finalement, c'est nous qui allons corriger le schéma. Mais ce qu'on a reçu, c'est pas vraiment de nous, enfin c'est ce qu'on a vu, c'est ce à quoi on a assisté. Et si nous, on prend pas le temps et de décortiquer un peu tout ça, d'analyser tout ça, de mettre en conscience, de se poser les bonnes questions, que je vais vous dire après, eh bien effectivement, on risque fort de répéter sans arrêt le schéma. Et alors, je voulais vous dire aussi ce que c'était les croyances, bien que j'ai dû déjà vous l'expliquer, je vous le dis pour les nouvelles. Les croyances, on ne parle pas de croyances religieuses. En psychologie, ce qu'on veut dire, les croyances, c'est un petit peu les certitudes qu'on s'est créées à partir de nos expériences vécues ou vécues à travers nos parents, par exemple. Vécues dans notre enfance, transmises. Voilà, le mot c'est transmise. Par exemple, on peut se dire, ah ben un homme, c'est pas fait pour rentrer dans la cuisine. C'est une croyance. C'est-à-dire que une famille va parler comme ça, ça fait aussi référence aux mythes familiaux. C'est-à-dire, dans ma famille, on va dire les hommes ça rentre pas dans la cuisine, et puis dans la famille d'à côté, entre parenthèses des sages-kinades, eux chez eux, bah, les hommes ils cuisinent, pas de problème. Eux ils sont ouverts, ils cuisinent, ils font même le ménage, tout ça. Et bizarrement, dans la région du Maroc là-bas, non, les hommes ça rentre pas dans la cuisine. Comme c'est étrange. Mais pourtant, est-ce qu'il y en a un qui a faux et il y en a un qui a tout juste? Bon, ça dépend à qui vous demandez, évidemment. Il y en a qui vous diront, oui, l'homme doit mettre les mains à la pâte. Et d'autres, ils diront, ah, pas du tout, moi je veux pas que mon mari rentre dans la cuisine, mais ce serait outrage à sa majesté. Et puis moi, j'aurais plus mon rôle de femme. Donc pas du tout, je m'affirme en tant que femme en cuisinant. Donc je veux pas qu'il rentre dans la cuisine. Bref, c'est-à-dire les avis seront partagés, d'accord, mais ça signifie aussi que finalement, il n'y a pas de vraie vérité absolue finalement. C'est chacun avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il a envie de vivre, avec ce qui lui plaît, avec ce qui lui convient, avec ce qu'il a reçu. D'accord? Donc, c'est juste pour montrer qu'en fait, on est tous ancrés, imprégnés de ces schémas familiaux, de ces schémas mentaux, d'accord, mais qui nous viennent forcément de notre famille. La première base, là où on arrive, d'accord, c'est notre famille en principe, et c'est elles qui vont nous donner des repères. Et ces repères, ils sont très rassurants, ils sont très apaisants, nous permettent de nous construire aussi. Si on n'avait pas de repères, et bien sûr il y en a qui sont pas arrivés dans une famille, on va dire, ils n'ont pas de repères, et c'est... Alors parfois, bien sûr, c'est difficile de recréer ensuite quelque chose sans modèle, et parfois, quelque part, au moins ils arrivent, ils n'ont pas de, comment on va dire, de frein finalement. Il n'y a pas de ah non, chez moi c'est comme ça et pas autrement. Alors c'est un peu le flou, mais de l'autre côté, l'avantage c'est que j'arrive pas avec plein de croyances parfois erronées qui jouent contre moi. C'est ça aussi qui peut être pas mal. Enfin, pour revenir à comment on s'en sort dans ces mythes, je voudrais d'abord qu'on voit ensemble quels peuvent être ces mythes. Comment ça peut impacter notre vie de couple. Et ce soir, je vais aborder, j'ai choisi, on va dire, d'aborder un sujet entre guillemets en particulier pour illustrer un peu plus aussi, parce que ça, je le rencontre beaucoup en consultation quand je rencontre un couple.
enfin un couple ou des femmes qui vont parler du couple, parce que parfois le mari ne veut pas participer à la thérapie, mais c'est la femme qui va venir. Et souvent ce que je remarque, c'est que la femme, elle va se dire oui, mais moi je sens que je dépends plus de mon mari que lui de moi. C'est-à-dire que si lui il va me faire la tête, ou il y a une petite histoire entre nous, que tout ça, je vais pas réussir moi à passer outre. C'est-à-dire que d'habitude j'ai mon petit programme, je sais quoi faire de ma journée, ou je sais pas si je travaille pas ou si je travaille, mais même si je travaille, bah, je suis concentrée sur ce que je fais. Bah, si on est disputé, je n'arriverai pas à me concentrer. Bon, ça beaucoup de femmes le disent, attention, c'est valable aussi pour les hommes. Mais j'entends, en tout cas moi, de ma part, j'entends beaucoup plus de femmes me dire ça que des hommes. Maintenant, pourquoi ? D'accord ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Finalement, là aussi, bah, vous allez repérer avec moi les mythes familiaux, les croyances qu'on nous transmet. Vous me direz si je me trompe, d'accord, avec le chat après. Mais souvent, en fait, ça vient souvent de notre éducation, d'accord ? C'est presque socioculturel, c'est ancré dans notre histoire aussi. La jeune fille, on a peur pour elle, d'accord ? Même la petite fille, comme je vous ai dit, ça commence dès l'enfance. On a peur pour elle, et à chaque fois qu'elle dit, je sais pas, maman, papa, j'ai envie de faire un voyage, j'ai envie de partir, oui, ma chérie, quand tu seras mariée avec ton mari, t'es gentille, t'attends ton mari, tu feras ça. Non, mais papa, maman, je vais apprendre je vais apprendre une nouvelle langue, Ah, tu vas apprendre une nouvelle langue, bon, ça, d'accord. Mais c'est pour quoi faire ? Tu veux pas déménager, enfin, de toute façon, t'habites ici, à côté de nous. Oui, bien sûr, mais je vais apprendre. Ah, d'accord, parce que tu sais que si jamais tu déménages, c'est avec ton mari, tu vas nulle part ailleurs. Papa, maman, je veux sortir, je vais aller au cinéma avec mes copines. Cinéma ? Non, mais ça va pas, non. Non. T'attends ton mari, tu feras les cinémas, les sorties, les voyages, la vie. T'attends le mari. Qu'est-ce qui se passe donc dans la fille, forcément en la jeune fille? Qu'est-ce qui va s'ancrer? Et j'ai envie de dire la jeune fille, et même la petite fille, je vous l'ai dit la semaine dernière, les filles ne sont pas élevées de la même façon que les garçons. Évidemment, on est différents, évidemment. Mais on va donner aux garçons, par exemple, ce côté, l'homme c'est viril, l'homme ça doit être fort, l'homme ça doit pas pleurer, l'homme ça n'a pas de sentiments, ou pratiquement pas, l'homme c'est rationnel. Alors attention, c'est vrai, l'homme c'est, normalement, je le vois, c'est vrai, beaucoup plus rationnel que la fille. La seule chose, c'est qu'on ancre des croyances chez l'homme et chez la petite fille, chez le petit garçon, qui ne sont pas forcément, adaptées, parce qu'un petit garçon qui a envie de pleurer quand il a 5-6 ans, bah, il a besoin de pleurer. Si on lui dit non, t'es un homme, tu dois être fort, bah, ça lui apprend à refouler l'émotion, ça lui apprend à ne pas l'exprimer. Donc plus tard, sur sa vie de couple, il y aura un impact. Vous serez d'accord avec moi. Plus tard, quand il sera touché par quelque chose, il aura tendance à mettre de côté, à être dans le déni, pour surtout pas montrer sa faiblesse. Surtout pas. Ce serait pas digne d'un homme. Donc, il sera toujours en train de lutter contre ses émotions. Or, la femme, quand elle se marie, elle n'a qu'une envie, c'est que son mari montre un peu plus d'émotions, partage avec elle les émotions. Et en fait, elle peut pas parce que lui, il est contre ça inconsciemment. On lui a toujours montré que l'homme doit être fort. Donc, il n'y arrive pas. Et autre chose aussi, donc la fille, on revient à la fille puisqu'on est entre femmes en principe, la fille, elle a été élevée plus dans bon, ma petite chérie, ça va aller, t'inquiète pas. Et puis plus elle grandit, je sais pas si vous la connaissez celle-là, mais on me la sortait tout le temps quand j'étais petite, c'est d'ici le mariage ça va passer. D'ici le mariage, tu t'es fait mal, d'ici le mariage ça va passer. Donc en fait le mariage c'est comme si c'est l'échéance, c'est le moment de la vie le plus important pour une femme, et quand elle va se marier, la liberté, ça y est, tout sera permis. Avant ça c'est interdit de parler à un garçon, après ça on peut aller excusez-moi l'expression, on peut bien s'abuser avec le mari, on va pouvoir vivre. Et là le problème c'est que quand la fille se marie, elle en attend beaucoup du mari, c'est-à-dire que toute son émotionnel, son bien-être, c'est même plus que l'émotionnel, son bien-être va dépendre, son bonheur même, elle va le faire dépendre de son mari. Puisqu'on lui a dit, quand tu auras un mari, tu pourras vivre. Ça y est, les portes s'ouvriront, tu auras le droit. En réalité, c'est juste pour dire, en fait, les parents ont envie de dire, on sera rassurés, on saura que tu ne risques rien, on saura que tu seras accompagné, donc voilà, c'est bon, tu pourras y aller, en gros. Mais le truc, c'est que le message qui va passer chez la fille, c'est, inconsciemment parlant, on va dire, qu'est-ce que c'est? C'est forcément, j'attends le mari pour vivre. J'attends. Et quand le mari, il arrive, et que lui, on lui a pas donné, on lui a pas dit, quand ta femme arrivera, enfin, encore une fois, je parle de façon générale. Après, il y a peut-être des familles qui vont dire, si, moi j'attendais ma femme pour faire telle ou telle chose. D'ailleurs, j'en ai des patients comme ça qui me disent, moi j'attendais ma femme, tout ça, et c'est très beau. Mais il y a
la majorité des familles ne vont pas aller dans cette tendance. Les garçons, lui, s'il veut voyager, mais bien sûr, mon fils, il faut que tu te débrouilles. Faut un homme, il doit être débrouillard, il doit savoir s'arranger avec la vie, il doit faire face, il doit faire front. C'est celui qui gère l'extérieur, enfin, qui ramène la parnassa, donc qui s'occupe des finances, même si c'est un peu moins vrai à notre génération. C'est ce qui passe, forcément, depuis des siècles et des siècles, c'est l'homme qui s'occupe de ramener le gibier à la maison, d'accord? Donc forcément, il a ça sur les épaules. Et du coup, il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il assure, il faut qu'il sorte au grand monde le plus tôt possible. Il doit être fort, débrouillard. Voilà. Et la fille, c'est le contraire. Elle doit être plutôt intérieure, elle doit être sage, elle doit pas trop se montrer, évidemment. Là aussi, si elle a envie de s'habiller un peu trop, je sais pas moi, court, moulant, machin, ah non, chérie, t'es gentille, tu gardes ça pour ton mari. C'est pas maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la jeune femme? Et ça, je rencontre vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'en fais mention ce soir. Elle va arriver dans son mariage, pleine d'attentes envers son mari. Pleine d'attentes. Donc mon mari, j'attends qu'il me sorte, vous entendez bien, qu'il me sorte, qu'il me fasse vivre, qu'il me fasse découvrir la vie. Je suis passée de mes parents à mon mari, donc c'est normal, maintenant c'est mon mari, c'est à lui qui incombe ce rôle de finalement m'épanouir, me développer, m'aider à grandir, à devenir. Ok. Ça peut fonctionner si lui aussi, finalement, est élevé dans le même état d'esprit. C'est merveilleux. Tous les deux, ils se sentent libres, ils se sentent joyeux de se rencontrer. Donc finalement, c'est comme si tous les deux se permettent maintenant de vivre ensemble. Donc là, on crée un espèce de cocon, une fusion, un amour. Voilà, on est bien l'un envers l'autre. On avait les mêmes rites, enfin les mêmes, pas les rites, les mêmes croyances sur le couple. Mais qu'est-ce qui se passe quand la femme va penser comme ça et pas l'homme? Là, on est en face d'un problème. Parce que là, elle va être toujours en attente devant son mari, la femme. Et quand le mari, il va se rendre... Lui, il est fâché, il n'est pas fâché. Bon, c'est jamais agréable d'être fâché avec sa femme, mais bon, il va quand même réussir à aller au travail. Il va quand même réussir à s'occuper de ce dont il a à s'occuper. Il va pas appeler 10 fois par jour pour savoir comment elle va. La femme, elle va se sentir super vexée. Elle va se dire, mais attends, mais moi, ma vie s'arrête si on se dispute. Je n'ai plus... finalement je n'arrive plus à avoir de réchec, c'est-à-dire d'envie, de motivation, surtout de motivation pour aller m'occuper de ma vie. Elle ne m'intéresse pas ma vie si je suis disputée avec lui. Et ça crée une dépendance un peu plus au-dessus de ce qu'il faudrait. En fait, ça crée surtout un décalage. Lui, il se dit, ok, on s'est disputé, on va s'arranger ce soir en rentrant. Et puis là, j'ai des priorités, j'ai des clients à voir, ou je sais pas, je suis au travail, j'ai des choses à gérer. Donc je peux pas me permettre de toute façon de gérer, puis on verra ça plus tard. Il est capable de mettre de côté son bien-être ne dépend pas de sa femme. Tandis que l'inverse, la femme, oui, elle va dépendre de son mari pour aller bien et elle va être complètement figée, on va dire. Enfin, si ça s'est pas arrangé, elle peut pas se permettre d'aller bien quelque part. Vous voyez? Donc encore une fois, tout son état émotionnel, elle le met dans ses mains. Et ça, c'est dangereux pour le couple, évidemment, puisque lui, il se sent tout pouvoir. Et parce que c'est ce qu'on lui donne, en fait. On lui met tout pouvoir dans les mains. Et d'un autre côté, il la sent aussi un peu trop acquise. Donc comme il la sent acquise, c'est moins intéressant. Automatiquement, c'est moins passionnant, c'est moins vivant. Ça veut dire que c'est humain, ça. Hein. Ne vous dites pas il est méchant. Non, il n'est pas méchant, il est juste humain. Quand on est humain, on a du mal à apprécier quand quelqu'un est trop facile d'accès et trop acquis et qu'il dépend de nous pour vivre, en fait, pour apprécier la vie, pour profiter de la vie. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est bon, au contraire, de se construire soi, même quand on est une femme. Alors, comment? Évidemment, là encore, c'est des croyances à revoir. Comme je vous ai dit, on doit revoir nos croyances de base. Moi, par exemple, en tant que jeune femme, on m'a appris que je dois vivre que s'il y a mon mari dans l'histoire, quoi, dans l'image. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire pour moi-même en attendant de me marier? Est-ce que je peux vivre après? Parce que oui, ce qui est important aussi de dire, de préciser, c'est que quand on se marie finalement, on est pris par le prêt de la maison, donc il faut travailler pour le rembourser. On est pris par les enfants, parce qu'en général ils arrivent quand même assez vite, donc il faut s'en occuper. On est pris par tout un tas de responsabilités qui nous empêchent de profiter finalement. Donc on se dit, c'est pas grave, à la retraite, une fois qu'ils seront grands, on a oublié qu'il y a des petits-enfants dans l'histoire quelque part, mais voilà, à la retraite on en profitera de la vie, du couple, de machin. Mais après, la fille, parfois, ça peut arriver qu'elle se sente étouffée. Elles disent, avant le mariage, on m'a dit, attends ton mari. Après, quand je me suis mariée, le mari, en fait, il a sa propre vie, il est organisé, il dépend pas de moi pour exister, et il attend pas de me faire voyager sans arrêt. Je veux dire, on est occupé par éduquer nos enfants, et par tenir la maison, et par trouver une stabilité. Donc en fait, je vis quand moi?
Je vis quand? Et donc du coup, ces croyances sur lesquelles, finalement, sans le vouloir, par sécurité en fait, pour protéger nos filles, finalement, elle va parfois faire beaucoup plus de mal que de bien à la fille, parce que finalement, elle se sent étouffée, elle peut malheureusement faire un burn-out, elle peut faire même plus que ça, ça peut être dangereux, d'accord? Donc là, c'est un exemple, hein, d'accord? C'était pour illustrer, ça peut être sur plein d'autres sujets. Mais au niveau du couple, je vous ai pris un exemple pour illustrer au niveau du couple comment nos croyances, comment nos mythes familiaux nous influencent sur la vie qu'on va avoir ensuite. Et donc, il est important de se poser les bonnes questions. Il est important de réfléchir à l'impact que je vais avoir, non, pas que je vais avoir, que les mythes familiaux ont sur moi et sur les croyances qu'on m'a transmises dans ma famille. Comment on pense dans ma famille et est-ce que je suis d'accord avec tout? Est-ce que je prends tout? D'accord? Est-ce que tout est vrai, tout est juste? Est-ce que tout le monde pense comme ça? Par exemple, si vous trouvez que votre mari, vous aimeriez bien qu'il aille un peu plus dans la cuisine et qu'il voit un petit peu où se trouve chaque assiette, où se trouve l'éponge de lait, l'éponge de viande, à quoi sert le micro-ondes de lait, le micro-ondes de viande, voilà, vous aimeriez un petit peu qu'il rende visite un peu plus à la cuisine, eh bien, dans ce cas-là, dites-vous comment ça se fait que j'en suis arrivée là. Est-ce que moi-même, je suis pas en train de reproduire un schéma? Est-ce que mon père, lui, touchait à la cuisine? Est-ce que c'était quelque chose que j'ai déjà vu ou pas du tout? Qu'est-ce qui a fait que dans mon schéma, dans mes croyances, qui est rentré? Ou mon mari, est-ce que lui-même, comment il a été élevé? Est-ce que lui-même, sa famille, plutôt, c'est la femme qui cuisine, le mari ne rend jamais visite à la cuisine? Peu importe, vérifiez un petit peu comment ça se passe au niveau des schémas et de ce qui a été transmis. Ensuite, le deuxième travail, c'est d'aller se poser les questions et de mettre en conscience et de faire le tri, de se dire non mais ça je suis pas d'accord, ça je veux pas prendre. Alors c'est sûr que c'est bon ce cours là, il est bien en fait, j'aurais dû préciser même, c'est en le faisant que je me rends compte, il est très bon pour les célibataires, c'est-à-dire transmettez-le aux célibataires. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est déjà dans la vie de couple, bien sûr qu'on est là pour s'arranger aussi, mais c'est encore mieux quand avant de se marier, on réfléchit à tout ça avant. On fait le tri de nos croyances, on fait le tri de ce qu'on veut, on fait le tri de ce qui nous plaît. On voudrait en tout cas rencontrer cela. Qu'est-ce qui nous a été transmis qui n'a pas été forcément, qui ne va pas dans le sens de ce qu'on veut vraiment? Ou est-ce que je veux ou pas? C'est-à-dire d'aller moins automatiquement vers ce qu'on m'a transmis. De prendre du recul, de réfléchir vraiment. De prendre du recul sur la quantité d'idées et de jugements qu'on reçoit au sein de notre famille. Parce que c'est ça finalement qui va modeler notre personnalité et qui va conditionner nos comportements affectifs. Combien j'en entends qui me disent j'ai besoin d'affection, mon mari ne sait pas m'en donner, mais je vois au niveau du couple de ses parents, ça n'a pas du tout été... ils étaient très pudiques, certainement qu'ils étaient tendres entre eux, mais en tout cas, les enfants n'ont jamais rien vu. Donc maintenant, je sens qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer avec moi, qu'il a du mal à montrer ses sentiments ou quoi que ce soit, et j'en souffre terriblement, par exemple. Après, là encore, c'est un phénomène de société. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, les petits garçons, on les a élevés comme ça. Donc, quand ils grandissent, ils ont du mal ensuite à changer. Vous voyez ou pas? Mais on peut déjà mettre la priorité. Voilà, moi, je sais que j'ai besoin de quelqu'un d'affectueux. Moi, je sais que c'est de ça dont j'ai besoin. Et aussi, quand on est marié déjà, ce qu'on peut arriver à faire, c'est discuter, communiquer, expliquer à l'autre nos attentes. Mais ça, on est capable de l'expliquer quand on en a conscience nous-mêmes. C'est-à-dire que si moi j'ai pas conscience de mes propres besoins, je peux pas aider l'autre à me comprendre, je peux pas le guider finalement vers moi-même et inversement. D'accord? Donc c'est bon de faire en fait ce petit exercice ensemble, cet exercice des questions, c'est très bon de le faire ensemble, d'accord? De vérifier ensemble quelles ont été nos croyances. Alors, sur quoi? À part sur le couple, bien sûr. Quelles ont été les histoires dans notre famille, à tous les deux? Quelles ont été, vous pouvez aussi voir quelles croyances familiales on avait sur l'homme, sur la femme, sur le couple. Est-ce qu'on voyait la femme, voilà, comme un idéal et on devait être gentil, on devait la respecter, ou au contraire, en gros, c'est surtout une maman avant d'être une femme. Toutes ces croyances-là sont à vérifier. Et à chaque fois, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai pour tout le monde? C'est-à-dire le vraiment vrai, j'insiste dans le sens, c'est pas très bien formulé, mais c'est pour vous montrer l'impact dans le sens, est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Ou en fait, ma famille pense comme ça, mais il y en a d'autres qui pensent autrement, et j'ai le droit, je m'accorde le droit de penser autrement. J'ai le droit parce que quand je suis dans ce schéma-là, il me fait mal, il me fait souffrir. Je suis pas heureuse avec ça. Donc j'ai envie un petit peu d'évoluer et c'est bon d'évoluer. Ce
Ce qui est bon, en fait, c'est de garder nos repères. Si notre famille, elle nous a apporté beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de gentillesse, Baruch Hashem, mais il y a toujours des petites choses à réparer. Et en fait, normalement, notre rôle, en fait, de père en fille, enfin, de père en fils, de mère en fille, ce serait, en fait, si chacun faisait son rôle d'évolution. Si chacun, à chaque fois, améliorait le schéma, on pouvait, pour les générations futures, on n'offrirait que du meilleur, finalement. Que si on reproduit sans arrêt, automatiquement, et on répète les erreurs sans arrêt, il n'y a pas d'évolution. Et même, il y a pire que ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est en train de régresser même, et on se fait du mal. Et donc, on fait du mal aux générations suivantes. Il faut bien se dire que ce que nous, on fait à l'instant présent va impacter les générations d'après. Donc, c'est à moi maintenant, qui suis là au présent, qui a une certaine responsabilité de prendre finalement mes croyances aujourd'hui, de faire le tri entre mes croyances, mes règles, les règles qu'il y avait dans ma famille, et ensuite un petit peu les travailler, les vérifier. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis moins d'accord? Est-ce que j'ai envie que ça change? Est-ce que j'ai envie que ça reste? Alors, je sais déjà ce que vous allez me demander, mais oui, mais attendez, et si moi je veux changer, mais pas mon mari, je fais comment? Ou l'inverse, et moi, c'est vrai que c'est compliqué. Là, je dis thérapie de couple. C'est-à-dire que oui, il y a parfois, et c'est normal, il y a des moments où moi je suis en accord avec ce que je vis, mais pas l'autre. Automatiquement, on est deux personnes différentes. Là aussi, il y a beaucoup de croyances autour de l'amour, du genre, mais si on est marié et si on s'aime, on doit tout le temps penser pareil. On doit s'aimer, on doit penser pareil. Faux. Faux, archi faux. Au contraire, on se complémente. Donc, il va penser blanc, moi je vais penser noir, et puis ensuite on doit faire un petit mélange de gris-rose. D'accord? Oui, je sais pas d'où il vient le rose, mais c'est pas grave. C'était pour mettre un peu de couleur. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver quand même à créer une espèce d'unité, mais recréer une unité. Pas, moi j'arrive avec mon bagage, j'arrive avec ma famille, je te la refourgue, entre guillemets, j'ai trouvé ma famille parfaite, maintenant on fait comme eux, puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais non, je dois à chaque fois vérifier où en est l'autre. Et c'est ça aussi le couple. C'est vivant une relation. C'est pas endormi ou figé. Ça doit avoir une dynamique. C'est comme ça qu'on entretient une relation de couple. C'est vraiment, on s'échange, on parle de nos expériences respectives, on parle de ce qu'on a vécu, on parle de ce qu'on a ressenti, on parle de ce qu'on ressent encore. Et on échange. Et ensuite, on voit ensemble ce qu'on aimerait voir évoluer. Alors, évidemment, si moi je veux évoluer, par exemple, on va reprendre cet exemple, la femme elle en a marre de cuisiner, elle dit écoute chérie, maintenant c'est un peu ton tour là, depuis des générations, je suis fatiguée même des générations d'avant, parce qu'on parle d'héritage psychologique, et ben mes grands-mères, mes arrière-grand-mères elles sont fatiguées, et moi je suis fatiguée avec elles, ça y est, j'en peux plus, maintenant je veux que tu t'y mettes aussi avec moi, j'en ai marre. Lui il va se dire attends mais moi j'ai pas envie moi j'adore avoir mon petit plat chaud le soir là, qu'est-ce que tu me veux? Et la femme va dire mais moi aussi je veux mon petit plat chaud le soir, t'es mignon, moi aussi je travaille, et maintenant je travaille d'où? Parce que je m'occupe des enfants, et en plus je travaille dehors, et en plus j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai pas envie. Alors, souvent j'entends ça en conversation aussi, tu sais quoi, je vais appeler quelqu'un, une nounou, une dame, elle va t'aider. Non, je veux pas la dame, je veux pas quelqu'un d'extérieur, je veux toi. Non mais lui il va dire mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle veut moi? J'aime pas ça, laisse-moi prendre quelqu'un. Non, je veux toi. Pourquoi en fait la femme elle fait schmata, c'est-à-dire elle appuie sur le point sensible. Mais oui, parce qu'en fait pour elle quelque part c'est une preuve d'amour. Elle veut sentir que son mari participe finalement à la vie familiale autant qu'elle. Pendant des générations, les femmes étaient quand même beaucoup plus investies finalement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la famille, dans le domaine de tenir la maison, dans la cuisine, ainsi de suite. Et maintenant, c'est en train de changer. Mais pour que ça change, il faut que ça change à l'individuel déjà, dans nos maisons. Il faut qu'on parle, il faut mettre des mots dessus, et effectivement, il faut une ouverture d'esprit. Il faut que l'autre puisse... Il faut de l'empathie, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme puisse se dire effectivement, je comprends qu'elle soit fatiguée, je comprends qu'elle en fait beaucoup. C'est vrai que ça m'arrange pas personnellement parce que bon, la cuisine... c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai jamais essayé. Mais de l'autre côté, si j'aime ma femme et si je tiens à elle, je suis obligée de faire des efforts. Exactement comme lui qui pourrait dire, écoute, c'est toujours moi qui suis en train de tout réparer dans la maison. Franchement, qui a dit que c'était à l'homme de faire tout ça? Franchement, ça me saoule. Maintenant, j'ai envie que tu t'y mettes aussi. Par exemple. D'accord? Alors là, vous allez me dire, non, mais on est différents quand même, l'homme et la femme et tout. Oui, on est différents, évidemment. Mais je veux dire, il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a ce qu'on se met d'accord de vivre. Si la femme, elle adore, moi personnellement, voilà, mon mari, il rentre pour faire les gâteaux, j'assassine. Pas du tout, c'est mon domaine, les gâteaux. On n'y touche pas. Mais, c'est-à-dire, il y a des domaines où je vais vouloir, j'y tiens parce que c'est un petit peu ma marque de fabrique, on va dire. Genre, c'est maman, c'est les gâteaux de maman, je veux qu'il y ait un souvenir chez les enfants, ok. Et puis lui, je suis sûre qu'il serait pas content si je commence à tout réparer dans la maison. C'est son truc, d'accord? Il y a des hommes et des femmes qui s'accordent très bien avec ça, je ne dis pas. Mais je vous donne des exemples de couples où, au contraire, ils ont besoin de faire évoluer le schéma parce que l'un et l'autre, ça leur convient pas.
Donc, dans ce cas, faut pas se dire non, mais ça, c'est féministe de penser comme ça. Non, si ça me convient pas et que on peut faire évoluer, viens, on se met d'accord. L'important, c'est la paix. C'est pas qui a raison, qui a tort. Toi, tu as des croyances de ta famille, elles sont pourries, et moi, elles sont les meilleures. Pas du tout. D'ailleurs, vous commencez comme ça, vous avez tout perdu. C'est vraiment d'arriver à se mettre d'accord et peu importe, c'est-à-dire enlever cette histoire de jugement et de non, je veux pas, c'est comme ça depuis des générations et on reste comme ça et on bouge pas. Quand il n'y a pas d'évolution, on étouffe. À un moment donné, on sature, on n'en peut plus. On a besoin que les systèmes évoluent. D'abord parce que nous, en tant qu'être humain, on évolue sans arrêt, déjà. Et parce que quand on sent qu'on avance, quand on sent que ça évolue, ça veut dire, c'est synonyme quelque part d'avancer, quand on sent que ça avance, on se sent apaisé. Même si c'est des petits pas, on se sent apaisé. Pourquoi? Parce que nous, notre volonté d'être humain, j'ai envie de dire, c'est nos aspirations plutôt, voilà, c'est plutôt ça le mot. Nos aspirations, c'est de se sentir grandir et évoluer. Regardez même si vous avez un domaine professionnel, d'accord? Si vous êtes tout le temps dans la même place, d'accord? Vous occupez toujours le même poste, souvent, même si vous le faites très bien votre boulot, vous avez un salaire correct, ou même conséquent, qui vous convient au niveau de votre vie, si vous sentez qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution, vous étouffez, vous n'en pouvez plus. Vous avez l'impression que ça y est, il faut que je change, il faut que je trouve une autre boîte. Pourtant, ça se passe bien. On vous dit, mais c'est dommage, attends, t'as un super salaire, t'as un super statut, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Je veux sentir que j'avance. Je veux sentir que mon potentiel, il est exploité quelque part. Là, je l'ai fait pendant quelques années ce boulot, je le connais sur le bout des doigts, et ça y est, j'ai besoin de passer à autre chose. Et bien, c'est exactement pareil pour le couple et pour ce qu'on hérite. Si on voit toujours la même chose, on étouffe, on a besoin d'évoluer. On a besoin de se sentir évoluer et de sentir évoluer avec notre couple, en fait, avec notre conjoint. D'accord? Donc, voilà, comment on évolue, comment on fait bouger les schémas, on se pose les bonnes questions. Et oui, tout commence par des questions. Ça veut dire que je dois apprendre, finalement, à me dire, est-ce que ce schéma me convient? Quels sont, d'abord, vous pouvez même vous faire un petit tableau, une petite liste. Qu'est-ce qu'on a passé en tant que mythes familiaux, par exemple? Non, chez nous, on se marie qu'entre nous, je sais pas, que du village spécifique d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, où vous voulez, on se marie pas plus loin que ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça? On me l'a passé, c'est ancré, et finalement, oui, j'ai épousé quelqu'un comme ça, mais est-ce que pour mes enfants, je penserais pareil? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Je sais pas, le couple, c'est dur, on s'entend pas forcément facilement, c'est la guerre avec le conjoint de toute façon, on est trop différents pour s'entendre. Vous voyez, ce genre de croyances, là, de mythes, on va dire, on les appelle les mythes familiaux, franchement, c'est très néfaste pour notre couple. Et automatiquement, là encore, ça va impacter sur notre vie de couple, forcément. C'est-à-dire que même si tout va bien, on va chercher l'époux. on va se dire, mais non, c'est pas possible que ça aille bien. Il y a un problème. Chez moi, on s'est toujours disputé, il faut que ça continue. Mais ça, attention, c'est pas vous consciemment qui vous le dites, quand même, en général. C'est votre inconscient. Il a connu les disputes et il n'est pas à l'aise. C'est comme si les disputes, le stress, la tension, l'angoisse, c'est son liquide amniotique. Donc quand on passe à une relation apaisée, où le mari il est sympa, il dit ah ma chérie tu veux que je t'aide, d'accord je t'aide, et la femme dit non il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Je vous dis, si elle a une croyance comme ça qui dit la vie de couple c'est compliqué, on n'est pas là pour s'entendre, c'est rare quand c'est calme et tout ça, quand elle va avoir du calme chez elle, elle va s'inquiéter automatiquement, elle va pas être rassurée la dame, automatiquement. Donc vérifiez dans quel milieu vous avez vécu. Quels sont les mythes qu'on vous a passés, qu'on vous a transmis? Quelles sont les histoires des femmes de votre famille, des hommes de votre famille, des couples de votre famille? Et dans quelle mesure ils ont impacté votre vie de couple? Pour pouvoir recréer une vie de couple heureuse, finalement, il faut aussi se défaire de certaines croyances limitatives, influentes et, je dirais, parfois asphyxiantes, malheureusement. D'accord? Plus on va s'en défaire et plus on sera propre, finalement, on aura fait ce nettoyage pour créer une vie de couple beaucoup plus épanouie, heureuse, harmonieuse. On sera nettoyé de toutes ces croyances. Donc voilà, je vous ai laissé avec des questions, mais c'est une bonne chose, ça veut dire que ça vous ouvre à la réflexion. Parce que ce travail-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Là, je ne peux pas deviner votre vie. Mais je sais que je vous ai donné quelque part les outils. Tout commence par des questions, de toute façon, dans la réflexion. Quand on sait se poser les bonnes questions, souvent on trouve les bonnes réponses. Et même si ça met du temps, on va finir par les trouver. Mais déjà on se creuse la tête, déjà on réfléchit et on observe.
qu'est-ce qui se passe dans mon couple, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, où j'en suis, où en était ma mère à la même époque, où en était mon grand-père, ma grand-mère, peu importe, mais surtout ma mère parce que c'est elle que j'ai vue plus récemment. Et souvent aussi, une chose qui est importante à vous dire, c'est que nos parents sont nos référents. Donc soit je fais comme eux, soit je fais à l'opposé d'eux. Et parfois, mon conjoint, ça va être l'opposé. Par exemple, si je choisis l'opposé, j'ai choisi quelqu'un qui va être dans l'opposé. Et parfois, ça me fatigue. Je me dis, ah non, finalement, j'ai envie d'aller au milieu. Et c'est bien le milieu. En fait, le Raman disait toujours, le juste équilibre, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie du milieu. Et c'est à nous, en fait, de trouver ce juste milieu. Donc, commençons par nous poser les bonnes questions. Et Bezrat Hashem, on pourra avancer vers la bonne direction. Voilà, j'espère que ça vous a apporté ce cours, que ça vous a plu, autant que celui de la semaine dernière et la semaine d'avant. Dites-moi si vous avez des questions. Attendez, j'ouvre le chat, si c'est possible en vrai. Ce que je cherche. Dites-moi, voilà, je vous attends si vous avez des questions, il y a encore quelques minutes. Ce que je cherche, je vais être motivée, donc argumenter. Ce que je cherche, oui, évidemment, c'est-à-dire vous écrivez, merci Jennifer, vous écrivez vos croyances, d'abord vous les décelez, vous les identifiez, ce qui s'est passé de mère en fille, qu'est-ce qui a été dit dans votre famille, comment ça fonctionne. Et là-dessus, vous vous dites, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que j'adhère à ça ou pas? Voilà, déjà dans un premier temps. Écrire les questions qu'on doit se poser. Attendez, déjà je vais vous les dire, ce sera pas mal. Voilà, alors déjà, vous pouvez vous demander si inconsciemment, vous ne suivez pas tel ou tel modèle, tel ou tel schéma. Si vous ne respectez pas un mythe familial particulier lié à la vie de couple, d'accord? Ça va évidemment motiver la prise de conscience pour connaître l'impact et l'influence que ça a dans votre vie. Autre question que je viens de dire d'ailleurs, c'est... attendez une seconde, je l'écris là. Est-ce que ce que je repère comme croyances dans ma famille, qui se sont transmises, est-ce qu'elles sont valables pour moi et mon couple et ma vie? Est-ce qu'elles me correspondent? Est-ce qu'elles me parlent? Est-ce que je suis d'accord au fond avec ça ou pas? Ou est-ce que je suis en fait en train de répéter sans avoir vraiment réfléchi à ça? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie si je les remettais en question? Est-ce que ça ferait trop de dégâts? Est-ce que ça me changerait un petit peu moi, ma personnalité? Réfléchissez aux conséquences, parce que parfois c'est ça aussi qui nous empêche d'exprimer aussi, parce qu'on se dit non, il y aurait trop de conséquences, je veux pas. Mais sans aller si loin déjà, on peut... Vous savez, des fois on a l'impression qu'il faut tout casser pour construire ou reconstruire. Non, parfois juste 10% de changement, ça nous amène déjà à l'apaisement. On n'a pas besoin de tout reformater, on va dire. 10% déjà, on se sent déjà beaucoup mieux. Après, ça dépend évidemment du contexte. Hein. Si c'est l'enfer sur Terre avec votre mari, évidemment que bon, 10%, ça va sembler un peu léger. Mais dans la majorité des cas, dans un couple quand même qui fonctionne, qui a déjà des mécanismes de fonctionnement qui fonctionnent, on va dire, qui avancent, d'accord, mais qui avancent pas comme on voudrait, ou qui bug un peu ou tout ça, bah, là, il est bon de 10%, ça fait déjà beaucoup, ça peut beaucoup aider. Oui, le cours est enregistré, voilà. Merci Jennifer. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé là. D'habitude, vous avez plein de questions. Comment faire si sur un domaine précis, on veut chacun garder sa croyance et point de vue? Est-ce nocif pour le couple? Alors, si c'est des points de vue qui peuvent se mettre d'accord, bah, c'est mieux. Si chacun a un point de vue différent, mais alors complètement différent, ça va forcément créer des tensions à un moment ou à un autre. Donc le mieux, oui, c'est de se rapprocher un peu. Que chacun fasse un pas vers l'autre en fait. Sinon, en fait, ça crée un fossé automatiquement dans la vie de tous les jours. Après, on peut avoir des idées, je sais pas moi, sur des sujets qui vont pas impacter notre vie au présent. On va dire, c'est pas grave, on a le droit d'avoir chacun nos idées. D'ailleurs, c'est enrichissant. Chacun en expose, chacun en argumente, ça nous permet d'échange. Si on était pareil, on s'ennuierait. Mais si ça va forcément impacter directement notre vie de couple, c'est bon de se rapprocher forcément, automatiquement. Voilà. Tu me trouves à la chaîne. Oui, ah oui, j'ai pas vu que c'était en privé. Ouais, tout à fait. Avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, donc, on se retrouve lundi soir, Bezrat Hashem. Je vous dis pour les nouvelles, toujours pareil, je sais pas s'il y a des nouvelles, mais vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp où je publie des questions. D'abord, je publie les cours du lundi soir et aussi, on peut me poser des questions en privé sur le couple, l'éducation,
l'épanouissement personnel et j'y réponds de façon anonyme sur le groupe. D'ailleurs, je m'excuse, j'en profite pour m'excuser parce que j'ai plein de questions en retard, mais c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de tout répondre. Des fois ça tombe en bas et après j'ai pas le temps et après j'oublie. Bon bref, faudrait que j'ai un logiciel en fait. Mais du coup, je m'excuse parce que merci beaucoup. Je m'excuse parce que voilà, parfois il y a des questions auxquelles j'ai pas le temps de répondre, mais c'est juste par manque de temps. Ne le prenez surtout pas contre vous. Attendez, j'arrête ça. Voilà. Comment vous expliquez la croyance que pendant des générations les femmes étaient mères au foyer et uniquement l'homme ramenait la part de ça et tout se passait bien, qu'aujourd'hui ça change? Ah oui, ça c'est une grande question. Alors je sais pas si je l'ai lu assez vite, mais c'est une question que je peux pas répondre en 5 minutes, mais je vais essayer. Comment vous expliquer, donc je vous la lis pour tous, comment vous expliquer la croyance que pendant des générations et des générations, les femmes étaient mères au foyer et uniquement l'homme ramenait la part de ça et tout se passait bien et qu'aujourd'hui ça change? Et oui, tout se passait bien parce que les rôles étaient clairs et définis. Donc forcément, alors tout se passait bien. D'abord, le tout se passait bien, je remets un petit peu en question parce qu'on ne sait pas comment ça se passait à l'intérieur. On ne sait pas. C'est-à-dire maintenant, les femmes parlent un peu plus, les grand-mères même, il y en a qui vont vous dire c'était super, moi j'étais bien, tout va bien. Et puis il y en a d'autres qui vont dire qu'elles ont beaucoup souffert, mais qu'elles n'avaient pas le moyen finalement de partir ou même de s'exprimer, de s'affirmer, puisque de toute façon elle dépendait de son mari pour avancer. C'est-à-dire qu'au niveau du macro, c'est-à-dire au niveau de la société, c'est sûr que ça marche mieux quand les rôles sont définis. L'homme va au travail, la femme reste à la maison, les rôles sont bien... Le rôle de chacun est clair, est précis, et puis au moins, comment on va dire, la famille se construit. Il y a beaucoup moins de divorces, donc c'est beaucoup mieux, et on va dire plus sain pour les enfants de façon générale. Comment dire, finalement, il y en a peut-être un dans l'histoire qui fait beaucoup de sacrifices, qui se tait, qui prend sur lui, parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on fait avec. Évidemment. Et donc avant, on faisait beaucoup plus avec que maintenant. Puisque maintenant, la femme, elle peut travailler, elle a l'indépendance financière. Donc quand il y a quelque chose qui commence à la saouler un petit peu, hein, quand elle commence un peu à en avoir marre, elle se dit, bon écoute, hein, moi de toute façon je dépends pas de toi, donc t'es gentil, t'es mignon, je m'en vais. Bon, là je caricature, évidemment. Beaucoup de femmes me disent, mais moi c'est la dernière chose que je veux, divorcer. Évidemment que je veux tout essayer pour que ça marche. Mais vu qu'il fait pas d'efforts, j'ai pas le choix. Et en fait, quelque part, maintenant, la femme a le choix, quand il n'y a pas d'effort de fourni, de se dire j'ai pas le choix, je souffre trop. Qu'avant, même si elle souffrait le martyr, elle pouvait rien faire. Parce que sinon, déjà, elle était rejetée par la société. 2, elle n'avait pas de quoi vivre, elle n'avait pas de quoi nourrir ses enfants, donc c'était un vrai souci. Mais au niveau du macro, encore une fois, au niveau de la société, au moins, les couples restaient plus longtemps ensemble. Donc c'était finalement plus apaisant pour la société, parce que c'est toujours mieux quand la cellule familiale reste unie, quand les enfants sont élevés par papa et maman. Après, si papa et maman, c'était la guerre et qu'ils entendaient des disputes toute la journée, évidemment, ils ont hérité de schémas très négatifs du couple. D'accord? Donc c'est aussi dangereux, parce que ok, ils sont restés mariés, mais après ça fait des hommes ou des femmes qui sont malheureux en couple, qui recréent des schémas mauvais, erronés, qui ont une mauvaise image du couple, et ainsi de suite, et ça c'est à corriger en toute urgence. Mais voilà, en fait, ça se passait bien parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà, tout simplement. Maintenant, il y a le choix. Donc, c'est vrai que quelque part, entre guillemets, la femme, elle est beaucoup plus libre de partir qu'avant. Et ça, c'est triste parce que finalement, ça peut créer des séparations plus rapides. De l'autre côté, quand les couples restent ensemble, on peut se dire que eux, ils s'aiment vraiment. Ou en tout cas, c'est un vrai choix, quoi. C'est pas un faux choix. C'est pas parce que j'ai pas le choix que je suis là. C'est parce que je le veux vraiment. Mais, bref, c'est tout un sujet parce qu'en réalité, c'est aussi un paradoxe parce que de l'autre côté, parfois on sait qu'on a le choix et on reste et c'est dur et on se dit mais j'ai le choix, je pourrais partir si je veux, mais je le fais pas parce que j'ai encore des valeurs familiales très fortes, mais je sais que j'ai le choix, donc je vis quelque part un enfer. Bref, moi je vous dis c'est tout un sujet. Voilà, et puis ça dépend à qui vous demandez, chacun va avoir son avis. Je sais pas, il y en a qui vont vous dire ah bah oui c'est une catastrophe, et puis d'autres qui vont vous dire au moins les femmes maintenant peuvent s'exprimer, elles accumulent beaucoup moins de rancœur en elles, alors qu'avant elles comprimaient beaucoup, et maintenant beaucoup moins. Donc en fait, c'est difficile de savoir où est le bien et où est le mal, en fait. Vraiment, il y a beaucoup de nuances dans la vie. C'est pour ça que dans les croyances, tout ça, les certitudes qu'on se crée ou qu'on a reçues de notre enfance ou nos parents, ainsi de suite, il faut bien se dire que c'est difficile de savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. Il y a vraiment qu'Hachem qui peut le dire, en fait. Quelque part, tout peut nous apporter du bien si on sait le voir, en fait. Voilà, oui, alors merci. Pendant ce temps-là, je crois que Jennifer n'a pas chômé. Je sais pas qui a écrit avec ce numéro de téléphone, on rentre dans le groupe WhatsApp. Oui, parce que j'ai pas fini de parler. Merci Jennifer, je disais que vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp. Voilà, Jennifer a mis le numéro, vous m'écrivez un message, vous rejoignez le groupe.
Et vous aurez, voilà, vous aurez la transmission, la rediffusion des cours, plus vous serez au courant du lundi soir. Mais bon, en général, c'est le lundi soir, sauf la semaine dernière, voilà, j'ai eu un petit problème de connexion. Mais sauf exception, on se retrouve le lundi soir. Voilà, Bezrat Hachem. J'ai aussi une chaîne YouTube, Myriam Psycho. Vous pouvez aussi voir si vous êtes intéressé par tout ça, la psycho, tout ça. Vous pouvez voir d'autres cours, il y en a pas mal sur le couple aussi. Et puis il y a le blog bien-être-pour-tous.com. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, je vous souhaite à toutes. Attendez, je vous vois, je vais mettre en grand pour que je puisse voir toutes celles qui ont mis la vidéo. Merci à toutes d'avoir mis la vidéo, vraiment, ça fait plaisir. J'ai hâte qu'on puisse refaire comme avant des conférences où on est en face les unes des autres et on se voit. Bon, même si là, c'est vrai que c'est génial parce que plein de monde peut se connecter d'ailleurs là. J'en vois une qui est c'est pas au Texas, je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin, c'est loin. Voilà. En tout cas, voilà. Donc je sais que c'est déjà pratique. Mais c'est pas mal quand on est en conférence, au moins je vous vois. Et là, vous m'avez fait un grand plaisir de vous montrer. Donc merci à toutes, à Françoise, Sabrina, Madame Cohen, parce que je vois pas le prénom, Ruth, Madame Akoka Ben Simon, c'est le même nom d'ailleurs, avec un H, à Jennifer bien sûr, à Véronique, à Nancy, merci beaucoup, c'est génial, ça fait plaisir. Voilà, vraiment merci beaucoup. Et voilà, j'espère qu'on se retrouve, on peut voir la vidéo du cours. Oui, voilà, Jennifer va m'envoyer, je la mettrai sur le groupe Bezrat Hachem. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'aventures, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci merci Muriel, merci tout le monde qui remercie, je vous remercie aussi. Voilà, bon, allez, je vais me décider à vous quitter là parce que j'y arrive plus, mais il va falloir quand même. À lundi, une très bonne soirée et à très bientôt. Merci, avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir. J'y arrive pas. Vous voyez, j'ai juste quitté le mode plein écran. Voilà, quitté, c'est bon, on va y arriver. Voilà.